J'ai dit à mon mari que j'étais enceinte et il a paniqué. Tu as tout gâché. Je ne voulais pas de cet enfant. Le soir même, il fait ses valises et part chez son jeune collègue. Ses parents l'ont soutenu et je suis restée seule. Mais des années plus tard, il est revenu vers moi en rampant. Je suis mariée à Thomas depuis 4 ans, ensemble depuis 7 ans. Nous avions parlé d'avoir des enfants un jour, mais sans jamais fixer de calendrier précis. J'étais sous contraception, mais il y a environ 3 mois, j'ai eu ce problème d'estomac qui se produisait et, eh bien, les antibiotiques et la contraception ne font pas toujours bon ménage. Quand j'ai manqué mes règles pour la première fois, je n'y ai pas beaucoup pensé. Mon cycle a toujours été un peu irrégulier, surtout quand je suis stressée, et le travail était particulièrement exigeant. Mais lorsque j'ai commencé à avoir la nausée le matin et que j'ai remarqué que mes seins étaient inhabituellement sensibles, j'ai acheté un test de grossesse pendant ma pause déjeuner. 2 lignes roses, claires comme le jour. J'ai passé 3 autres tests au cours des 2 jours suivants, tous positifs. J'étais choquée, effrayée, mais aussi excitée. Je sais que ce n'était pas prévu, mais une fois la surprise initiale passée, j'ai commencé à imaginer notre avenir en tant que famille. J'ai toujours voulu être maman, et même si le timing n'était pas parfait, je pensais que Thomas reviendrait une fois passé le choc initial. J'ai attendu 1 semaine pour lui dire, voulant planifier le moment parfait. Je n'allais pas faire quelque chose de élaboré, comme ces annonces Instagram avec des tableaux à lettres et des confettis. Ce n'est pas nous. Au lieu de cela, j'ai préparé son dîner préféré, des lasagnes avec du pain à l'ail, et je lui ai acheté une bouteille de son bourbon préféré et du cidre mousseux pour moi. Je portais même la robe bleue pour laquelle il me complimente toujours. Je voulais que ce soit spécial, même si ce n'était pas prévu. Pendant tout le temps que je cuisinais, je répétais comment je lui dirais. Dois-je le dire franchement? Faire une blague? J'ai opté pour quelque chose de simple. Après le dîner, j'ai dit, j'ai des nouvelles. Cela va changer nos vies. Thomas est rentré vers 7 heures, plus tard que d'habitude. Il semblait distrait, vérifiant constamment son téléphone. Ce n'est pas inhabituel ces derniers temps. Il travaillait sur un gros projet avec son équipe. Il remarqua à peine le bon dîner, marmonna simplement quelque chose à propos de ça qui avait l'air bien et se versa un généreux verre de bourbon. Avant même que je puisse mentionner l'occasion spéciale pendant le dîner, il était silencieux, répondant par des réponses en un seul mot. Quand j'essayais d'engager la conversation, je lui posais des questions sur sa journée, son projet, tout ce qui pouvait lancer une conversation. Mais il haussa simplement les épaules ou donna des réponses minimes. Quelque chose ne tournait pas rond, mais je l'attribuais au stress au travail. Après avoir fini de manger, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai tendu la main par-dessus la table. Je me souviens de mes mots exacts, Thomas, je suis enceinte. Le silence qui suivit dura 1 heure. Son visage traversa une série d'émotions vides, pâles, puis quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, de la colère mêlée de panique. Lorsqu'il a finalement parlé, il m'a demandé si je plaisantais. Quand je lui ai assuré que non, que j'avais passé 4 tests, les choses ont rapidement dégénéré. Je n'oublierai jamais ce qu'il a dit ensuite, tu as tout gâché. Je ne voulais pas de cet enfant. J'ai essayé d'expliquer que c'était un accident, probablement dû aux antibiotiques interférant avec mon contrôle des naissances. Je pensais que nous pourrions le résoudre ensemble, comme nous l'avons toujours fait avec d'autres défis. C'est à ce moment-là qu'il a largué la bombe, peut-être n'a-t-il jamais voulu d'enfant du tout. Il a affirmé qu'il n'avait accepté mes projets, qu'un jour, pour me rendre heureux, mais pour lui, ce n'était toujours qu'un avenir hypothétique. J'ai demandé s'il y avait quelqu'un d'autre, et sa réaction m'a tout dit, avant même qu'il ne l'admette. Pressé de pression, il a finalement avoué qu'il voyait Camille depuis quelques mois, Camille, sa collègue. Il l'avait mentionnée comme étant brillante et apportant de nouvelles idées à l'équipe. Celui qui avait 24 ans, 7 ans de moins que moi. Alors que j'étais encore en train de traiter cette double trahison, Thomas a commencé à préparer non seulement un sac de voyage, mais une valise pleine de vêtements et d'articles essentiels. Je ne pouvais pas croire ce que je voyais. Mon mari m'a littéralement abandonné la nuit même où je lui ai dit que j'étais enceinte. Quand je lui ai demandé où il allait, il a admis qu'il se rendait chez Camille pour le moment.
Moins de 30 minutes après l'annonce de ma grossesse, Thomas se tenait devant notre porte d'entrée avec sa valise, me disant qu'il reviendrait plus tard pour le reste de ses affaires. Je lui ai demandé s'il faisait ça sérieusement, simplement abandonner sa femme enceinte. Sa réponse: je ne peux pas être père. Je ne suis pas prêt. J'ai souligné que personne n'est jamais complètement prêt à devenir parent, mais ce n'est pas ainsi que fonctionne la vie. Il a juste marmonné: je suis désolé, et a dit qu'il appellerait dans quelques jours. Puis il est parti. Comme ça. Je me suis assis dans notre appartement soudainement trop calme, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Une minute, j'annonçais ma grossesse, et la suivante, mon mari était parti, chez sa jeune petite amie, me laissant derrière moi et notre enfant à naître. J'ai appelé ma meilleure amie Julie, sanglotant si fort qu'elle pouvait à peine me comprendre. Elle est venue immédiatement, me tenant dans ses bras pendant que je pleurais et remettais tout en question sur mon mariage. Je pensais le connaître, répétais-je. Comment ai-je pu me tromper à ce point? Le lendemain matin, je me suis réveillée sur le canapé avec Sophie endormie dans le fauteuil à côté. Pendant une fraction de seconde, j'ai espéré que tout cela n'avait été qu'un cauchemar, jusqu'à ce qu'une vague de nausées frappe, me rappelant que non seulement mon mari était parti, mais que j'étais toujours enceinte. Sophie m'a préparé des toasts et du thé, insistant pour que je mange quelque chose pour le bien du bébé. Ma main se posa sur mon ventre. Quelle que soit la décision de Thomas, c'était toujours mon enfant. J'ai essayé d'appeler Thomas tout au long de la journée, mais c'est allé directement sur la messagerie vocale. Mon message lui demandant de ne pas m'exclure est resté sans réponse. Dans l'après-midi, je me sentais plus fort, la colère commençait à remplacer le choc. J'ai appelé mon obgyn pour planifier mon premier rendez-vous prénatal. J'allais avancer avec ou sans lui. Ce soir-là, j'ai reçu un appel de la mère de Thomas, Marie. La conversation a été brève mais éclairante. Elle m'a dit que Thomas leur avait expliqué la situation et m'a suggéré de lui laisser du temps car il était encore trop jeune pour fonder une famille. Quand j'ai fait remarquer qu'il avait 31 ans, elle l'a ignoré, disant qu'il était concentré sur sa carrière. Puis est venu le véritable problème, elle a laissé entendre que je devrais envisager des options, suggérant clairement le licenciement sans le dire directement. Je lui ai fermement dit que je gardais ce bébé, son petit enfant, quelle que soit la décision de Thomas. L'appel s'est terminé avec un tremblement de colère, comprenant enfin d'où venaient certaines attitudes de Thomas. Ses parents l'avaient toujours dorloté, traité comme s'il ne pouvait rien faire de mal. Les jours suivants se passèrent dans le flou. Je suis allée travailler, essayant d'agir normalement malgré le sentiment que mon monde avait implosé. J'ai contacté un avocat pour comprendre mes options. J'ai commencé à faire des recherches sur les coûts de maternité célibataire et de garde d'enfants. J'ai examiné mes finances, calculant comment je pourrais faire en sorte que cela fonctionne seul si je le devais. Thomas a finalement envoyé un texto, 3 jours après mon départ, non pas pour me demander comment j'allais ou pour m'excuser, mais pour m'informer qu'il logeait chez Camille et qu'il enverrait de l'argent pour les factures. Quand j'ai répondu que nous devions parler en personne, sa réponse a été qu'il avait besoin d'espace et qu'il n'était pas encore prêt à parler. Une semaine s'est écoulée, puis 2. Il est venu à l'appartement une fois alors que j'étais au travail pour récupérer plus de ses affaires. Il a laissé ses clés sur le comptoir avec une note disant qu'il avait payé son loyer jusqu'au mois prochain et qu'il me contacterait au sujet du divorce. Après avoir parlé avec un avocat, le divorce, juste comme ça. J'ai eu mon premier rendez-vous prénatal seul. Lorsque le technicien a fait l'échographie et que j'ai entendu pour la première fois les battements de cœur de mon bébé, ce sont rapides et rythmés, j'ai fondu en larmes. Le technicien a probablement pensé qu'il s'agissait de larmes de joie, pas de larmes de chagrin pour la famille que je pensais que nous serions. Le bébé a mesuré exactement sur la bonne voie. Ils m'ont donné un petit imprimé de l'image échographique, juste un petit flou en forme de haricot, mais déjà mon enfant. Je l'ai mis au réfrigérateur en rentrant à la maison, pour me rappeler que peu importe ce qui arrivait à Thomas, cette petite personne comptait sur moi. 3 semaines après le départ de Thomas, son père Pierre m'a appelé. Contrairement à l'approche froide de Marie, il m'a au moins demandé comment j'allais. Quand je lui ai dit honnêtement que je n'allais pas très bien après avoir été abandonnée pour une femme plus jeune, et que j'ai mentionné que sa femme suggérait, il a essayé d'arranger les choses.
Il a affirmé que Marie ne le pensait pas ainsi et qu'ils étaient simplement préoccupés par la carrière et les perspectives de promotion de Thomas. Il a qualifié ma grossesse de « timing malheureux » et a expliqué que Thomas n'était tout simplement pas dans un endroit où il pouvait être père en ce moment. J'ai rappelé à Pierre que je n'avais pas non plus prévu d'être mère célibataire, mais que les adultes font face aux défis inattendus de la vie. Il a proposé une aide financière mais a clairement indiqué que Thomas devait se concentrer sur sa carrière et que lui et Camille avaient un lien. Après avoir raccroché, j'ai réalisé quelque chose d'important, j'étais complètement seule dans cette situation. Thomas avait choisi Camille, ses parents l'avaient choisi, et il n'y avait plus que moi et mon bébé maintenant. Mais d'une manière ou d'une autre, cette prise de conscience était clarificatrice. Je n'avais plus à me poser de questions, je n'avais plus besoin d'espérer que Thomas reviendrait. Je pourrais commencer à planifier ma vie, notre vie, sans le poids de l'incertitude. J'ai appelé Sophie ce soir-là et lui ai dit que je devais déménager. Il y avait trop de souvenirs dans notre appartement. Elle m'a immédiatement proposé sa place jusqu'à ce que je trouve un nouvel endroit. En regardant autour de l'appartement que nous avions partagé, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu, une petite lueur d'espoir. Non pas pour la réconciliation, ce pont a été entièrement brûlé, mais pour l'avenir. Mon avenir. L'avenir de mon bébé. Quoi qu'il arrive ensuite, ce serait difficile. Je ne me faisais aucune illusion là-dessus. La maternité célibataire, le divorce, reconstruire ma vie à partir de zéro, rien de tout cela ne serait facile. Mais une chose dont j'étais sûre, mon enfant ne se sentirait jamais indésirable. Pas par moi. Et peut-être que cela suffirait. Demain, je retrouve l'avocat pour entamer la procédure de divorce. Thomas pense qu'il peut simplement s'en aller. Nous verrons à ce sujet. Je suis peut-être déprimée en ce moment, mais je ne suis pas absent. Même pas proche. Première mise à jour. Waouh, je n'arrive pas à croire que cela fait 1 an depuis mon dernier message. Tout d'abord, merci à tous ceux qui ont commenté avec conseils et soutien. J'ai lu chaque message, même si je ne pouvais pas répondre à tous. Vos paroles signifiaient plus que vous ne le pensez pendant ces jours sombres. Tant de choses se sont passées, et pourtant, écrire cette phrase semble être un euphémisme. J'ai un fils maintenant, un tout petit humain qui dépend de moi pour tout. Il s'appelle Léo. Il a 8 mois, et malgré tout, c'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Hier, j'ai réalisé quelque chose qui m'a arrêté net alors que je pliais ces chaussettes incroyablement petites. Thomas ne l'a jamais rencontré. Pas une seule fois. Ni à sa naissance, ni à son premier sourire, ni à son premier Noël, ni jamais. Le père de mon fils habite à moins de 30 minutes et il est complètement étranger à son propre enfant. Je suppose que je devrais commencer là où je me suis arrêtée. Le divorce a été finalisé alors que j'étais enceinte de 7 mois. Thomas n'a rien contesté, ce qui, selon mon avocat, était inhabituel mais a permis d'accélérer les choses. Le juge a ordonné une pension alimentaire raisonnable pour les enfants, basée sur les revenus de Thomas, ce qui est au moins quelque chose, même s'il est inégal. Nous en reparlerons plus tard. J'ai quitté notre appartement et j'ai trouvé un appartement plus petit de 2 chambres, plus proche de Julie. Le loyer est plus élevé que je ne le souhaiterais, mais c'est dans un district scolaire décent, et j'ai appris que c'est une chose à laquelle on commence à penser bien plus tôt que prévu. Ma salle à manger est maintenant à moitié remplie de crèches, avec un pack and play, un videur et ce qui ressemble à un petit magasin de jouets explosant dans mon espace de vie. Marie Kondo aurait une crise cardiaque. Léo est né un mardi soir après 19 heures de travail. Sophie était ma partenaire d'accouchement, me tenant la main et me donnant des morceaux de glace pendant que je jurais que je ne pourrais pas le faire. Les infirmières n'arrêtaient pas de poser des questions sur le père, et j'en avais assez d'expliquer, alors j'ai juste commencé à dire « il n'est pas sur la photo », ce qui me semblait à la fois vrai et comme un euphémisme. Ces premières semaines ont été marquées par une insomnie, des douleurs au mamelon, désolé, TMI, et une question de savoir si je faisais quelque chose de bien. Le soir où nous sommes rentrés à la maison, Léo n'arrêtait pas de pleurer, et je me souviens m'être assis sur le sol de ma salle de bain à 3 heures du matin, pleurant également en cherchant sur Google « Pourquoi mon bébé ne dort-il pas ?» sur mon téléphone pendant qu'il pleurait dans mes bras. Je ne me suis jamais sentie aussi seule ni aussi dépassée. Mais nous avons survécu. Jour après jour,
Nous l'avons compris ensemble, Léo et moi. J'ai appris ses cris, la faim sonne différemment de la fatigue, qui sonne différemment de « je veux juste qu'on me tienne dans mes bras ». J'ai découvert qu'il adorait qu'on lui chante, même si je ne peux pas transporter une mélodie dans un seau. J'ai vu sa personnalité émerger petit à petit, il est observateur, têtu, je me demande d'où il tient ça, et a un rire qui peut illuminer toute la pièce. Le travail a été compliqué. J'y suis retournée quand Léo avait 10 semaines parce que j'avais besoin d'argent. Ma patronne, Claire, a été étonnamment compréhensive, me laissant travailler à domicile 2 jours par semaine. Trouver une garderie m'a presque brisée, financièrement et émotionnellement. La garderie coûte plus cher que mon loyer, ce qui semble absolument insensé, mais c'est la réalité pour beaucoup d'entre nous. J'ai trouvé un logement qui ne nécessite pas de contracter une deuxième hypothèque, mais cela représente quand même une part importante de mon budget mensuel. La question financière a été l'une des parties les plus difficiles. La pension alimentaire de Thomas arrive parfois, mais il y a toujours une excuse quand il est tard. Sa voiture avait besoin de réparation, il a eu des dépenses imprévues, il change de travail. Le mois dernier, il y avait 2 semaines de retard car Camille et lui étaient en Espagne. J'ai vu la photo sur Instagram avant qu'il ne prenne la peine de répondre à mes SMS concernant le paiement manquant. En parlant de réseaux sociaux, j'ai fait l'erreur de consulter ses profils quelques mois après la naissance de Léo. Ils étaient là, Thomas et Camille, l'air bronzé et insouciant dans un bar sur le toit. Aucun signe de nuit blanche ou de vêtements tachés par des crachats dans leur monde. Je les ai bloqués tous les deux après ça. Sophie dit que c'est meilleur pour ma santé mentale, et elle a raison. Sophie a été ma bouée de sauvetage dans tout cela. Elle vient avec des plats à emporter quand je suis trop épuisée pour cuisiner, tient Léo dans ses bras pour que je puisse prendre une vraie douche et ne se plaint jamais quand je ne peux parler que de la consistance des crottes de bébé ou des régressions du sommeil. Elle a même organisé une petite baby shower alors que j'étais enceinte de 8 mois, après que les amis de Thomas m'aient tous fantômes. C'est drôle comme les gens choisissent leur camp si rapidement. Les parents de Thomas ont été intéressants. Après avoir initialement soutenu leur fils qui abandonnait sa femme enceinte, ils ont changé d'avis une fois Léo né. J'ai reçu un texto de Marie environ 1 mois après son arrivée, demandant à voir leur petit-fils. Je n'ai pas répondu tout de suite, essayant de comprendre ce que je ressentais à ce sujet. Puis sont venues des fleurs, des vêtements pour bébé et même une lettre manuscrite expliquant à quel point ils aimeraient faire partie de la vie de leur petit-fils. J'ai finalement accepté une petite visite lorsque Léo avait 4 mois. C'était pour le moins gênant. Marie n'arrêtait pas de dire à quel point il ressemblait à Thomas lorsqu'il était bébé, tandis que Pierre prenait une 50aine de photos avec son téléphone. Ils ont apporté des cadeaux de bébé coûteux et ont parlé de créer un fonds universitaire. Pas une seule fois ils n'ont mentionné l'absence de leur fils ni ne se sont excusés pour leur comportement antérieur. Lorsqu'ils m'ont demandé de l'héberger pour la nuit, j'ai dû tracer une ligne dure. Je ne pouvais pas laisser mon bébé aller quelque part sans moi, surtout avec des personnes qui m'avaient essentiellement suggéré d'interrompre ma grossesse 1 an plus tôt. Cette conversation ne s'est pas bien passée. Marie m'a accusé d'avoir utilisé Léo pour punir Thomas, ce qui était riche étant donné que Thomas n'avait montré aucun intérêt à rencontrer son fils. C'est la partie que je n'arrive toujours pas à comprendre. Comment savez-vous que vous avez un enfant et que vous ne vous en souciez tout simplement pas? Ne vous demandez-vous pas à quoi ils ressemblent, comment ils grandissent, s'ils sont heureux? Thomas a parfois envoyé de l'argent, mais n'a jamais demandé une seule photo, une vidéo ou une visite. C'est comme si Léo était pour lui un concept abstrait, pas une vraie personne avec ses yeux et son menton faussette. J'ai essayé d'être la personne la plus grande. À la naissance de Léo, j'ai envoyé un simple texto avec ses statistiques de naissance et une photo. Aucune réponse. J'ai créé un album photo partagé en ligne dans lequel je télécharge occasionnellement des photos, juste au cas où Thomas voudrait voir ce qu'il manque. Pour autant que je sache, il ne l'a jamais ouvert. Pour le premier Noël de Léo, j'ai envoyé une carte de vœux avec sa photo à l'adresse de Thomas. L'enveloppe est revenue, marquée « Retour à l'expéditeur ». Pendant ce temps, la vie continue. Léo a commencé une garderie, a attrapé tous les virus possibles au cours de son premier mois là-bas, une autre surprise amusante de la parentalité dont personne ne vous prévient, et a depuis développé un système immunitaire d'acier. Il rampe maintenant,
se hisse sur les meubles et met tout dans sa bouche. Mon appartement est extrêmement sécurisé pour les bébés. Je n'ai pas vu ma table basse sans protection d'angle depuis si longtemps que j'ai oublié à quoi elle ressemble réellement. Ma routine quotidienne est devenue une danse d'efficacité soigneusement chorégraphiée. Se lever à 5h30 avant Léo pour se doucher et s'habiller, le lever, le nourrir et l'habiller à 7h15, le déposer à la garderie à 8h, travailler jusqu'à 17h, se précipiter pour le chercher à 17h30, payer les frais de retard les jours où les réunions sont terminées, rentrer à la maison à 6h pour le dîner, le bain, les histoires et la routine du coucher. Puis quelques heures précieuses pour nettoyer, faire la lessive, payer les factures et peut-être regarder un demi-épisode de quelque chose sur Netflix avant de s'endormir sur le canapé. Rincer et répéter. Les moments les plus difficiles sont ceux dont personne ne parle, comme quand Léo a eu sa première fièvre à 3h du matin et que je devais décider seule si je l'emmenais aux urgences, ou quand il dit « maman », mais il n'y a pas de données dans son vocabulaire parce que cette personne n'existe pas dans son monde, ou encore les formulaires de garderie qui demandent des informations sur père, et je dois écrire « n'a entouré d'autres parents qui remplissent les 2 sections ». Mais il y a aussi de beaux moments. Les câlins du matin quand il se réveille heureux et babillant, la façon dont il me tend la main quand je viens le chercher à la garderie, sa fascination pour le ventilateur de plafond, sa joie absolue lorsqu'il barbote dans le bain, le poids de son endormissement sur ma poitrine, son souffle chaud contre mon cou. Je ne vais pas prétendre que c'est facile. Être parent seul est la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Il y a des jours où je suis tellement fatiguée que je mets le lait dans le placard et les céréales au frigo, des jours où je gronde les gens du service client pour rien parce que je suis à bout de vapeur, des jours où je pleure sous la douche parce que c'est le seul endroit où Léo ne m'entend pas. Mais je le fais, nous le faisons, et curieusement, j'en suis fière. Le premier anniversaire de Léo approche le mois prochain. Sophie m'aide à planifier une petite fête. Rien d'extraordinaire, juste quelques amis, du gâteau et probablement plus de décoration que nécessaire car Sophie se laisse emporter par Pinterest. J'ai envisagé d'inviter les parents de Thomas, mais j'ai décidé de ne pas le faire après notre dernière interaction. Il lui envoie encore occasionnellement des SMS pour lui demander de le voir, mais c'est toujours selon leurs conditions, sans aucune reconnaissance de la façon dont leur fils a abandonné son enfant. Quant à Thomas lui-même, je ne retiens pas mon souffle pour une carte, encore moins pour une apparition. Aux dernières nouvelles, par l'intermédiaire d'amis communs, lui et Camille ont emménagé ensemble et ont acheté un chien. Je suppose que c'est le niveau de responsabilité avec lequel il est à l'aise. Le coup de pied est arrivé la semaine dernière. J'ai finalement obtenu l'approbation pour un appartement modeste dans un quartier légèrement meilleur. Ce n'est rien d'extraordinaire, mais il y a une petite cour où Léo peut jouer et les écoles sont bonnes. Alors que je signais le bail, mon téléphone a sonné avec un SMS. C'était de Marie, disant qu'ils avaient une réunion de famille le mois prochain et qu'ils voulaient inclure leur petit-fils. Le texte comprenait une photo de Thomas et Camille, bras l'un autour de l'autre, l'air parfaitement heureux. J'ai regardé cette photo pendant longtemps. Il y avait Thomas, souriant, vivant sa vie comme si son fils n'existait pas. Quelque chose a changé en moi à ce moment-là, pas exactement de la colère, même s'il y en a encore beaucoup, plutôt de la clarté. J'ai passé 1 an à attendre que Thomas se mobilise, qu'il montre le moindre intérêt pour son enfant, 1 an à envoyer des mises à jour dans le vide, 1 an à essayer d'être juste et raisonnable malgré tout. J'ai répondu à Marie par texto, Léo ne viendra pas. Si Thomas souhaite rencontrer son fils, il sait comment me joindre. Mais j'en ai fini de lui trouver des excuses ou de prétendre qu'il est tout sauf absent par choix. Ensuite, j'ai bloqué son numéro. Cela peut paraître dur, mais j'en ai marre de protéger l'image de Thomas ou ses sentiments. J'en ai fini avec toute la charge émotionnelle pendant qu'il peut vivre sans conséquence. J'en ai fini de prétendre pour le bien de Léo que son père pourrait tout à coup s'intéresser à son existence. La vérité est que nous sommes mieux sans quelqu'un qui pourrait si facilement s'en aller. Léo mérite des gens dans sa vie qui le choisissent, qui se présentent pour lui, qui l'aiment inconditionnellement. Je ne peux pas forcer Thomas à être cette personne. Nous voici donc, 1 an plus tard, une mère célibataire et son fils contre le monde. Ce n'est pas la vie que j'avais prévue, même pas proche. Mais en regardant le visage endormi de Léo ce soir, j'ai réalisé quelque chose d'important.
parfois la famille dans laquelle on se retrouve n'est pas celle à laquelle on s'attendait, mais elle est quand même parfaite à sa manière. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. L'accord de divorce comprenait une clause concernant la révision de la garde si Thomas décidait un jour qu'il voulait s'impliquer, ce qui semblait honnêtement être une blague à l'époque, mais mon avocat a insisté sur le fait que c'était la norme. Une partie de moi espère qu'il restera à l'écart pour toujours. Une autre petite partie n'arrive toujours pas à croire qu'il ne veut pas connaître son incroyable fils. Pour l'instant, je me concentre sur ce que je peux contrôler, construire une maison stable, créer des souvenirs heureux, être à la fois maman et papa du mieux que je peux, et peut-être, juste peut-être, trouver un moyen de retrouver la confiance un jour. Mais c'est un problème pour la future Claire. Présentement, Claire doit finir la lessive et aller se coucher. Léo se lèvera à 6 heures, que je sois prêt ou pas. Voilà donc ma mise à jour, 1 an, un petit garçon parfait et un jour à la fois. Deuxième mise à jour, 4 ans se sont écoulés depuis ma dernière mise à jour. Honnêtement, je ne pensais pas poster à nouveau ici, mais quelque chose s'est produit hier auquel je ne peux pas m'empêcher de penser, et je devais le mettre quelque part. Léo vient d'avoir 5 ans le mois dernier. 5. Je n'arrive toujours pas à croire que mon petit bébé soit maintenant cet enfant de maternelle bavard qui connaît toutes les planètes dans l'ordre et corrige ma prononciation des noms de dinosaures. Le temps est sauvage. Hier, c'était son premier jour de maternelle. J'ai pris ma matinée de congé pour l'accompagner, m'attendant au chaos habituel du dépôt. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est de voir Rémi, l'ami de Thomas, sur le parking de l'école, en train de déposer sa fille. Je me suis figée une seconde, mais Léo me tirait la main, excité de voir la salle de classe, alors j'ai poussé à travers. Après avoir installé Léo, seulement de légères larmes de ma part, pas de lui, je retournais à ma voiture lorsque Rémi s'est approché. Je me suis préparée à être maladroit, mais à la place, il m'a simplement demandé comment j'allais. Nous avons fini par prendre un café au magasin en face de l'école, et c'est à ce moment-là qu'il a largué la bombe. Thomas et Camille ont rompu il y a 6 mois. Apparemment, elle voulait des enfants, et il disait qu'il n'était pas prêt à 35 ans. Après l'avoir entraîné pendant des années, elle lui a finalement lancé un ultimatum, et il a choisi, eh bien, pas elle. L'entreprise de Thomas a réduit ses effectifs l'année dernière et il a du mal à trouver un emploi stable. Selon Rémi, il s'est effondré sur les canapés des amis pendant que Camille garde l'appartement qu'il partageait. La vie parfaite pour laquelle il nous a abandonnés s'est complètement effondrée. Je me suis assis là, remuant mon café. Je ne sais pas comment me sentir. Il n'y a eu aucune satisfaction, aucun moment, ça lui sert bien, comme j'aurais pu l'imaginer il y a des années. Juste un étrange vide, comme entendre parler d'un personnage d'une émission de télévision que j'ai arrêté de regarder il y a des saisons. Ce qui m'a le plus frappé, c'est de réaliser à quel point ma vie est maintenant complètement différente de celle du départ de Thomas. Après des années passées à jongler entre maternité célibataire et travail, les choses se sont enfin stabilisées. Je travaille dans la même entreprise depuis maintenant 6 ans et l'année dernière Claire m'a promu chef de projet senior. Grâce à cette augmentation, je pouvais enfin me permettre d'acheter une petite maison de ville dans un bon district, c'est le nôtre avec les empreintes de main de Léo peintes sur le mur de sa chambre et un petit jardin où nous cultivons des tomates qui ne donnent jamais vraiment de bons résultats. La stabilité financière a été durement acquise. Il y a eu tellement de nuits de feuilles de calcul et de calculs budgétaires, pesant chaque dépense. La pension alimentaire versée par Thomas a finalement complètement cessé vers le 3e anniversaire de Léo, après plusieurs paiements manqués. J'ai déposé une plainte auprès de l'agence chargée de l'application de la loi, mais Thomas avait changé de travail tellement de fois que c'était comme courir après un fantôme. Finalement, j'ai décidé que le stress de se battre pour cela n'en valait pas la peine. Je préfère que Léo me voie calme et présente plutôt qu'angoissée et en colère à cause de l'argent. Nous pourrions nous en passer. La question que je redoutais a commencé à se poser il y a environ 1 an. Pourquoi est-ce que je n'ai pas de papa? A demandé Léo pendant que nous faisions les courses, complètement sorti de nulle part. Je m'étais préparée à ce moment, j'avais lu des articles sur des explications adaptées à l'âge, mais rien ne vous prépare à regarder dans ses yeux innocents. Je lui ai dit une version simplifiée de la vérité, que son papa n'était pas prêt à être parent, mais cela ne voulait pas dire que quelque chose n'allait pas avec Léo.
Que parfois les adultes font des choix qui blessent les gens, mais je le voulais et l'aimais assez pour avoir 2 parents. Ces conversations ne sont jamais plus faciles. Chaque fois que Léo remarque un autre enfant avec son papa au parc ou voit des activités père-fils à l'école, mon cœur se brise un peu. Mais nous avons construit nos propres traditions. Sophie est toujours sa tante préférée, elle vient chez lui pour des soirées cinéma et lui apprend des tours de cartes. Mes parents viennent chaque mois en voiture pour passer les week-ends avec leur petit-fils. Nous avons notre village, même sans Thomas. Puis, il y a environ 10 mois, quelque chose d'inattendu s'est produit. Lors d'une soirée parents-prof à la maternelle de Léo, je n'arrêtais pas de remarquer ce papa aux yeux bienveillants et au t-shirt d'une terrible blague de papa. Je ne discute pas, j'explique juste pourquoi j'ai raison. Sa fille, Alice, était dans la classe de Léo, et ils seraient devenus amis. Je l'ai entendu gérer doucement mais fermement son effondrement dû au fait de devoir quitter les jouets de la classe, et quelque chose dans sa patience a attiré mon attention. Julien, père veuf d'Alice, prépare une pizza maison le vendredi avec du pepperoni en forme de dinosaure, se souvient sans rappel de la semaine de remerciement des professeurs, ne s'en soucie pas lorsque mon fils parle sans cesse d'espace. Cela a commencé avec les rendez-vous de jeu. Les enfants étaient amis de toute façon, donc c'était naturel. Ensuite, prendre un café pendant qu'ils jouaient, puis envoyer des SMS sur les annonces scolaires que nous avions manquées tous les deux. Puis, un soir, le dîner après l'entraînement de football d'Alice et Léo s'est terminé tard. Puis plus de dîners, plus de SMS, plus de conversations qui se sont prolongées tard dans la soirée après que les enfants se soient endormis. Julien n'a jamais rien précipité. Il a compris le forfait moi et Léo, toujours. Il a posé des questions réfléchies sur les intérêts de Léo et lui a apporté des livres sur les étoiles après avoir entendu parler de sa phase spatiale. La première fois qu'il a réparé la selle de vélo bancale de Léo sans qu'on me le demande, j'ai failli pleurer devant sa simple gentillesse. 6 mois plus tard, Julien m'a raconté qu'il avait perdu la mère d'Alice à cause d'un cancer alors qu'Alice n'avait qu'1 an. Comme il avait été terrifié à l'idée d'élever sa fille seule. Comment il avait gardé les photos de sa mère partout pour qu'Alice la reconnaisse. L'honnêteté brute de son chagrin et de son amour m'a fait lui faire confiance d'une manière que je n'avais fait confiance à personne depuis des années. Cela fait maintenant 7 mois que nous sortons officiellement ensemble. Les enfants savent que nous sommes des amis spéciaux et semblent vraiment heureux de nos rencontres mixtes. Le mois dernier, Julien et moi avons discuté de la direction que cela prend. Rien de dramatique, juste m'asseoir sur mon porche arrière après que les enfants se soient endormis, parlant honnêtement de nos espoirs et de nos peurs. Il veut avancer ensemble, moi aussi. Nous y allons doucement, mais pour la première fois depuis 5 ans, je m'autorise à imaginer à nouveau un avenir avec quelqu'un. Pendant ce temps, les parents de Thomas ont soudainement renouvelé leur intérêt pour Léo après des années de SMS sporadiques et de cartes cadeaux occasionnelles lors des anniversaires. Marie a appelé le mois dernier pour lui demander s'il pouvait l'emmener en week-end. Quand j'ai expliqué que cela n'arriverait pas après des années de contact minime, elle s'est mise sur la défensive, affirmant qu'ils avaient toujours voulu une relation mais pensaient que je les tenais à l'écart. La vérité est qu'ils n'ont fait pratiquement aucun effort jusqu'à récemment. Je me demande si le retour de Thomas chez eux a quelque chose à voir avec leur intérêt soudain. Julien a demandé la semaine dernière s'il pouvait emmener Léo pêcher, en compagnie d'Alice, le week-end prochain. Quelque chose de si simple, mais qui m'a serré la gorge en voyant l'enthousiasme de Léo à l'idée d'apprendre à pêcher, comme le font les vrais garçons. Après la révélation de Rémi hier, j'ai consulté l'Instagram de Thomas pour la première fois depuis des années. Son flux soigneusement organisé de vacances exotiques et de fêtes sur les toits a été remplacé par de vagues citations inspirantes sur les nouveaux départs et la découverte de soi. Aucune mention du fils qui tournait à 5 km seulement. J'ai fermé l'application, me sentant étrangement en paix. Il y a 5 ans, j'étais brisée, terrifiée et seule. Aujourd'hui, j'ai une carrière dont je suis fière, une maison que je possède, un enfant extraordinaire qui m'étonne quotidiennement et un partenaire qui nous choisit chaque jour. Non pas parce qu'il le doit, mais parce qu'il le veut. Voilà donc où j'en suis 5 ans plus tard. Pas là où je m'attendais à être, mais exactement là où je voulais être. Et Thomas ? Ses choix l'ont conduit exactement là où ses choix le mèneraient naturellement. Je n'arrive même plus à être amère en moi.
Cette partie de ma vie ressemble à une chronologie différente, dont je suis sortie il y a longtemps. 3e mise à jour, samedi dernier a commencé comme les autres, petit déjeuner aux crêpes, puis course au match de foot de Léo. Julien et moi étions blottis sous un parapluie, regardant les éclairs bleus, quand Julien m'a donné un coup de coude. « Est-ce que c'est quelqu'un que tu connais ?» De l'autre côté du terrain se tenait Thomas. Après des années d'absence totale, mon ex-mari regardait simplement notre fils jouer au football. Aucun avertissement, aucun message d'avertissement, rien. À la mi-temps, Léo courut chercher de l'eau, enthousiasmé par son jeu défensif. C'est alors que j'ai remarqué que Thomas s'approchait de nous. Léo l'a repéré. Trop de questions ont été posées, notamment sur l'identité de l'étranger, avant que je puisse répondre. Thomas se tenait là, maladroit, commentant la taille de Léo. J'ai renvoyé Léo dans son équipe et j'ai confronté Thomas. Il a admis que sa mère avait mentionné le programme de football. Bien sûr, Marie, la soudaine augmentation des contacts avec ses parents avait désormais un sens. Julien s'est présenté et j'ai remarqué que Thomas tressaillait légèrement lorsqu'il revendiquait le titre de père de Léo. Je l'ai corrigé biologiquement seulement. Après quelques propos tendus, Thomas a demandé si nous pouvions discuter après le match. J'ai accepté à contre-séance 20 minutes au café voisin. Julien a emmené Léo et Alice manger une glace de la victoire pendant que je rencontrais Thomas. Il m'avait commandé un cappuccino, sans savoir que j'étais passé au café au lait il y a des années. Un petit détail qui, d'une manière ou d'une autre, mettait en évidence à quel point tout avait changé. L'histoire de Thomas s'est déroulée en morceaux, thérapie pendant 1 an, 8 mois d'abstinence, retour chez ses parents après avoir rompu avec Camille. L'aveu le plus étonnant était qu'il avait effectivement demandé à ses parents de limiter les contacts avec Léo car il ne supportait pas le rappel de ce qu'il avait abandonné. Maintenant, il voulait arranger les choses et connaître son fils. Je lui ai dit clairement que Léo n'était pas le bébé qu'il avait abandonné, mais une personne avec des sentiments et une vie dont Thomas ne savait rien. Il a reconnu qu'il ne pouvait pas simplement entrer et être papa, puis m'a posé des questions sur ma relation avec Julien. Quelque chose comme de la douleur a traversé son visage quand je lui ai dit que Julien avait été plus père qu'il ne l'a jamais été. J'ai accepté d'envisager une rencontre surveillée avec des conditions strictes, je serais présente, ce serait bref, et s'il disparaissait à nouveau, c'était fini, pour toujours. 3 jours plus tard, après avoir discuté avec Julien et notre thérapeute familial, j'ai organisé un rendez-vous dans un parc. Le dire à Léo fut plus difficile que prévu. Ses questions étaient déchirantes, pourquoi son père voulait le voir maintenant, si Julien viendrait aussi et si son père biologique l'apprécierait. Il a décidé de porter son maillot de football pour pouvoir dire « Je suis bon au football ». La rencontre n'était pas terrible. Thomas a apporté un terrain de football en Lego et ils l'ont construit ensemble pendant que je regardais de près. J'ai remarqué des similitudes génétiques que j'avais oubliées, le même visage concentré, le même plissement des yeux quand il souriait. Au cours des 2 semaines suivantes, nous avons eu plusieurs réunions supervisées similaires. Puis Thomas a appelé pour lui demander d'emmener Léo seul au cinéma. J'ai refusé immédiatement. 3 semaines contre 7 ans, cela ne se produit pas. Il a semblé accepter cela, suggérant que nous y allions tous les 3. Avant que je puisse répondre, il s'est présenté chez nous avec ses parents, à l'improviste. Pierre et Marie ont continué à parler d'avancer en famille tandis que Thomas marmonnait qu'il leur avait dit que ce n'était pas la bonne solution. Je les ai renvoyés chez eux, mais Thomas a demandé à me parler seul. C'est à ce moment-là qu'il l'a laissé tomber. Je t'aime toujours, Claire. Je n'ai jamais arrêté. L'audace était à couper le souffle. Il a suggéré que malgré ma relation avec Julien, nous devrions envisager de retrouver les vrais parents de Léo car notre fils méritait cette chance. Je lui ai demandé de partir, disant que je devais réfléchir. Quand Julien est descendu, je lui ai parlé de la déclaration de Thomas. Julien ne pouvait cacher son inquiétude quant au fait que Thomas soit le père biologique de Léo, mais je l'ai rassuré sur le fait que j'étais exactement là où je voulais être. Plus tard dans la nuit, Thomas a envoyé un texto disant qu'il pensait ce qu'il avait dit à propos de vouloir une autre chance avec notre famille. J'ai regardé ces mots, ressentant un étrange mélange de colère et de pitié. L'homme qui est parti quand j'avais le plus besoin de lui n'était plus quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance. Demain,
j'appellerai Thomas pour fixer des limites claires sur son rôle dans la vie de Léo en tant que père biologique uniquement, et non en tant que partenaire. Certains ponts, une fois incendiés, restent en cendres.